Bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous allons poursuivre en compagnie du ternaire, toujours. Et la dernière fois, nous nous étions arrêtés sur la volonté du sujet. Et nous avions constaté que cette volonté était prise en sandwich entre la volonté de puissance, concept de Nietzsche, que je réduis à la pulsion corporelle ou aux pulsions corporelles, et d'un autre côté, la volonté collective, ou du moins que la personne était assujettie, le sujet était assujetti à la volonté collective, que je réduis à un faire société, si vous voulez, ou à un vivre en société. Ok, donc, je place toujours sur ma petite étagère pour essayer de simplifier finalement. On a la volonté du sujet, on a le sujet de la volonté collective et on a la volonté de puissance. On va essayer de travailler toujours sur la volonté du sujet, puisque c'est un sujet délicat, complexe, en compagnie, cette fois-ci, d'un autre concept qui n'est autre que la norme. Alors, qui dit norme dit normalité, dit normativité, dit voir personne normée, comportement normé. Donc la norme, je la place ici, c'est un concept finalement aussi compliqué que l'orgueil à définir. Et de la norme découle la loi ou les lois, comme il découle les règles de conduite. Donc c'est un concept important qu'on peut effectivement toujours placer sur une grille, comme ça, normes, règles de conduite, loi en fait. Alors pour aborder ce sujet, je vais m'appuyer sur 3 concepts. Ces 3 concepts sont l'habitus de Pierre Bourdieu, je situe toujours sur mes petites étagères et on verra pourquoi, la subjectivation de Michel Foucault et le signifiant maître de Jacques Lacan. Ok, donc on a 3 concepts qui vont questionner, interroger la norme d'un certain point de vue. Donc il va y avoir le point de vue du sociologue avec l'habitus, le point de vue du philosophe avec la subjectivation et le point de vue du psychanalyste avec le signifiant maître. Ok ? Donc, travailler sur la norme. On va commencer à y travailler avec Michel Foucault. Alors, déjà, dire que Michel Foucault présente la norme comme un concept flou, un concept un petit peu difficile à définir parce que c'est un concept au contour flou quelque part, puisque effectivement, il nous dit qu'avec les lois, les lois sont claires, elles définissent des limites et donc elles disent au sujet qu'il y a une certaine limite à ne pas dépasser, ce en relation à ses comportements. Et donc le sujet, sachant qu'il y a des lois, nul n'est censé ignorer la loi, selon l'adage, va poursuivre ou suivre des règles de conduite. Donc là, il va y avoir des comportements se référant à des règles de conduite. En revanche, la norme, il n'y a pas de... Disons que les limites, les limites sont floues en fait. La norme, c'est ce qui concernerait la normalité et finalement qui concernerait un comportement ou des comportements qu'on pourrait qualifier de normaux. Et normaux, évidemment, au sein d'une société. Alors, ces comportements normaux au sein d'une société, ça concerne effectivement la morale. Je le place effectivement au niveau de la morale, la norme. Là, au sens où, effectivement, pour faire société, il y a des comportements dits normés, et ces comportements se référeraient à des comportements qui ne sont pas amoraux, évidemment, qui ne sont pas asociaux, et qui ne sont pas déviants, en fait. Et ce, dans l'idée
de faire société, et évidemment toujours dans cette idée eh bien, de construire une société sédentaire. Voilà, il y aurait de la production, de la richesse, du bonheur, etc., etc. Mais Michel Foucault va interroger, en fait, eh bien, cette normalité, cette norme, en fait, les normes. Il va l'interroger, dans un contexte, c'est-à-dire dans le contexte des années 60-70, en fait. Et par le biais d'un concept qui n'est autre que la subjectivation. Alors la subjectivation, évidemment, on se dit quoi? On se dit, bah tiens, subjectivation, subjectivité, sujet. Donc c'est comment un sujet va être finalement conditionné, on va dire presque même psychiquement, pour finalement être normé, pour finalement correspondre aux demandes quelque part de la société et pour faire société. Et donc la subjectivité du sujet finalement serait conditionnée par la norme, en fait, par la normalité. Le sujet se dit, pour vivre en société, il faut être normal, respecter les lois, avoir des comportements qui se réfèrent à des règles de conduite. Ok, et Michel Foucault interroge, je vous dis ça au sein d'un contexte, qui sont les années 60-70, donc durant cette période, il y a quand même ce qu'on appelle aujourd'hui des minorités, mais qui sont des minorités finalement qui sont aussi majoritaires, c'est-à-dire notamment les femmes, qui interrogent la norme du point de vue du droit, notamment du point de vue du droit à l'avortement. Alors pour nous en France, c'est acquis, le droit à l'avortement, c'est-à-dire que, alors je ne dis pas que Michel Foucault a défendu le droit à l'avortement, attention, c'est pas ce que je dis, mais de manière générale, le concept de subjectivation peut interroger, si vous voulez, le droit à l'avortement. Ok, donc le droit à l'avortement, est condamné, à une époque, est condamné par la loi, et donc, désigne un certain type de comportement, de la part des femmes. C'est-à-dire qu'effectivement, si l'avortement est condamné par la loi, les femmes qui ne veulent pas avoir d'enfants ne sont pas considérées comme normales. Ok ? Alors, de même, alors là, ça concerne un petit peu plus Michel Foucault, concernant la lutte pour des droits se référant à la communauté, je vais le dire comme ça rapidement, homosexuelle. Alors aujourd'hui, c'est LGBTQI++, mais à l'époque, ça concerne la communauté homosexuelle, et donc des droits qui finalement, offrent plus de liberté en termes de représentation, de cette communauté. Et Michel Foucault va effectivement être un acteur important pour questionner le fait de savoir pourquoi on désigne les homosexuels comme des anormaux, en fait. Et donc, effectivement, la rebelote, l'homosexualité est condamnée par la loi et donc va conditionner un certain type de comportement social, pour le coup, et politique aussi, surtout. Donc, Michel Foucault, effectivement, avec son concept de subjectivation, nous dit que la subjectivité est modelée, que cette subjectivité est aussi influencée, en fait, par la norme, ce qui serait normal ou hors norme, ou anormal, et qui va effectivement conditionner les relations entre êtres humains au sein d'une société. Alors ici, c'est intéressant puisque le droit à l'IVG, le droit à l'interruption volontaire de grossesse, aujourd'hui, ça fait partie de la norme en France, on précise en France, puisque le président de la République veut l'inscrire au sein de la Constitution française. Donc il n'y a pas plus normé, on va dire, que la Constitution. Et donc, ok, le droit à l'avortement, finalement, c'est devenu normal, vous voyez ?
Et donc, avec ce concept de subjectivation, si vous voulez, Foucault nous dit qu'il y a la possibilité, effectivement, eh bien, de faire évoluer les subjectivités, en fait. Donc, de faire évoluer les mentalités. Hein. Et effectivement, aujourd'hui, eh bien, les communautés homosexuelles sont bien là, dans le paysage. Elles militent autant qu'elles font de la politique et elles ont des droits au sens où les homosexuels peuvent se marier, voire avoir des enfants aujourd'hui. Et donc, il y a une évolution, là aussi, des subjectivités, il y a une évolution des mentalités. Donc, la subjectivation, chez Michel Foucault, ça se fait en deux temps. Hein, c'est-à-dire qu'il y aurait celle qui nous conditionne, hein, au sein d'une norme, d'une normalité, mais la subjectivation, c'est aussi celle qui nous permet de faire un pas de côté, hein, et de se dire, de se questionner finalement sur notre subjectivité, notre propre subjectivité, et de pouvoir finalement évoluer, s'émanciper, et de pouvoir finalement considérer la norme ou la normalité de manière, je veux dire le mot, plus inclusive. Ok ? Donc ça, c'est le premier concept, la subjectivation de Michel Foucault, qui interroge la norme de ce point de vue. Alors effectivement, les concepts que je développe sont des concepts un petit peu philosophiques, donc un petit peu difficiles, mais j'essaie de les développer le plus clairement et le plus distinctement possible. Alors, sur la question de la norme, on va encore travailler, on va rester un petit peu sur le cadre philosophique, finalement, hein, le cadre philosophique ici avec Michel Foucault, le cadre sociologique avec Bourdieu et le cadre de la psychanalyse avec Jacques Lacan. Je vais prendre des exemples très simples, en fait, pour encore situer la norme. Par exemple, il y a des rendez-vous internationaux d'hommes politiques et de femmes politiques. Hein. Et au sein de ces rendez-vous internationaux, il y a des normes vestimentaires, notamment aussi à l'Assemblée nationale, hein, il y a des normes vestimentaires pour les hommes. La norme vestimentaire, c'est le costume-cravate. Toutefois, eh bien, on peut voir aussi qu'il y a notamment des Arabes, alors des Arabes d'Arabie Saoudite, hein, eh bien, qui participent à ces concerts de nations avec l'habit traditionnel des Bédouins. Hein. Donc, c'est pas le costume cravate. Hein. Et donc, il y a finalement, eh bien, un déplacement concernant les normes, du moins. Et effectivement, on peut se questionner, ah ben là, ils n'entrent pas, ne respectent pas les normes, hein, concernant la représentation, on va dire, de l'homme politique. Mais pour eux, pour les Arabes d'Arabie Saoudite, le costume traditionnel bédouin, c'est la norme. Vous voyez ? Donc, a priori, il n'y a pas de problème. Et ça, pour vous dire qu'effectivement, eh bien, il n'y a pas qu'une norme. En fait, il y a des normes. Hein ? Il y a plusieurs normalités, en fait. Et à chaque fois, ça concerne, eh bien, effectivement, des nations, mais ça concerne aussi des communautés. Si on prend un protestant, un catholique, un orthodoxe, pourtant tous chrétiens, hein, eh bien, il va y avoir des différences, et l'orthodoxe peut se dire, de mon côté, mes cultes, mes rituels, ma croyance, pour le coup, la croyance c'est envers le même Dieu, hein, et c'est pas de souci, mais la façon, la manière de me comporter, hein, au sein de ma croyance, eh bien ça c'est la norme. Par contre, celle du protestant et du catholique n'est pas tout à fait hein, normée, en fait, en regard de ma croyance d'orthodoxe, vous voyez ? Donc là aussi, pour chaque communauté religieuse, il y a des normes. Et on peut effectivement, eh bien, établir des différences entre différentes normalités ou différentes normes
avec tous les groupes humains. On peut même aller jusqu'aux normes régionales, entre les normes de l'Alsacien, les normes du Breton, vous voyez, en termes de culture. Et donc ça concernerait la norme, finalement la normalité, ça concernerait sans doute la culture et la manière dont effectivement, alors culte, pardon, on entend culte, et la manière notamment dont on va se représenter et surtout, eh bien, se reconnaître les uns entre les autres. C'est-à-dire de quelle manière on va pouvoir faire signe, alors là, évidemment, de manière vestimentaire, mais aussi de quelle manière eh bien, nous allons pouvoir finalement corréler nos subjectivités au sein, je dirais, d'une même norme, d'une même normalité, et pour aller plus loin, au sein d'un même culte, en fait, d'un même rituel, puisqu'on peut considérer les rendez-vous internationaux de nos hommes et de nos femmes politiques bien comme un rituel aussi, où tout le monde, tous les hommes surtout, seraient en costume cravate, et ce pour se reconnaître, évidemment. Alors ici, évidemment, il y a cette idée qui se réfère à la culture, à la norme qui désigne une normalité, mais comme je viens de le dire, une normalité parmi d'autres normalités, finalement, puisque, effectivement, à chaque fois, c'est différent. Donc la norme, eh bien, ça dépend du point de vue du sujet. Ça dépend du point de vue du sujet. Et effectivement, il est possible parfois, alors je le dis comme ça, il est possible qu'il y ait des personnes qui soient, eh bien, complètement hors normes et qui ne cherchent pas finalement à être aussi reconnus comme normal. C'est justement cette différence qui peut être intéressante pour ces personnes, en fait. Ok, on va passer à Pierre Bourdieu. Alors, je vous ai dit qu'il y avait différentes formes de normalité. Et Pierre Bourdieu, avec l'habitus, autre concept, subjectivation, habitus, bien va interroger finalement les comportements sociaux, mais de manière très matérialiste. Alors pour le coup, avec Bourdieu, on est du côté de chez Marx, on n'est pas du côté de chez Swann, on est du côté de chez Marx. Et donc c'est plutôt, on verse dans le matérialisme historique. Et donc Bourdieu, ce qui l'intéresse vraiment, ce sont les témoignages, en fait, les témoignages d'un certain nombre de personnes qui participent, eh bien, de classes sociales. Ces témoignages sont des témoignages très concrets, des témoignages sociologiques. Les témoignages en sociologie, c'est des témoignages de terrain. On va voir les gens, on leur demande de répondre à un certain nombre de questions, etc., etc. Ou on les interroge comme ça de manière très libre sur leur vie. Qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils pensent, comment ils s'habillent, comment ils se nourrissent. Et le concept d'habitus est tiré de ça. C'est-à-dire que c'est justement la manière, alors c'est important le mot manière ici, puisque ça va concerner le sensible, le corps, l'esthétique, la manière, eh bien, dont les gens pensent, la manière dont les gens se nourrissent, s'habillent, et la manière dont les gens fabriquent, voire la manière dont ils économisent aussi. Vous voyez ? Donc c'est vraiment quelque chose de très concret avec Pierre Bourdieu. Et l'habitus, finalement, c'est un concept qui va questionner eh bien, le goût, le jugement de goût. Alors je vous dis jugement de goût, bien, ça pourrait bien nous faire penser aussi à Emmanuel Kant. Emmanuel Kant qui a écrit ce pavé qui se nomme Critique de la faculté de juger. Et la critique de la faculté de juger, ça va avec l'esthétique. L'esthétique, je répète, c'est l'esthésis, c'est la sensation, c'est le corps, en fait. Donc, chez Bourdieu, c'est vraiment une critique concernant le jugement de goût.
en fait. Alors, ça va déboucher sur quoi? Bon, avec Bourdieu, je vous ai dit, on verse du côté de Marx, ça va donner des classes sociales. Et donc, il va diviser comme ça. Alors, c'est moi qui divise, toujours sur ma petite étagère. Classe bourgeoise, classe moyenne, voire petite bourgeoisie, et classe populaire. Et il va s'apercevoir de quelque chose, en fait. Si vous voulez, Marx, en fait, divisait les classes en relation à l'économie, en relation à la richesse et à la force de travail de chacun. Et donc, c'était comment la bourgeoisie exploitait la force de travail de l'ouvrier, etc. Comment il y avait d'un côté la classe bourgeoise, la classe prolétaire. Et Bourdieu va finalement opérer une révolution, on peut le dire. C'est-à-dire qu'il va ajouter un troisième terme qui est la culture, en fait. Il va interroger la culture, mais d'un point de vue sensible, en fait. Et dire qu'il y a aussi une séparation qui est, alors, certes sociale, et qui correspondrait, la séparation sociale, à la force de travail. Il y a évidemment une séparation idéologique, et il y en a... je me souviens plus. Enfin bref. Et donc, il y a une séparation aussi par le biais, ou par les biais, de la culture, en fait. Et effectivement, il va y avoir une norme, je dirais que c'est la norme bourgeoise, la norme de la classe bourgeoise, avec une certaine culture, et il va y avoir un positionnement, finalement, des classes populaires, par rapport au goût, et puis un autre positionnement, par rapport aux habitus, bien entendu, de la classe moyenne, ou petite bourgeoise. Et les positionnements, vont être différents. Et ce que nous dit Bourdieu, c'est un peu la même chose que la subjectivation de Foucault. Ce que nous dit Bourdieu, c'est que finalement les personnes de classe populaire, si vous voulez, assimilent leurs conditions de vie, assimilent se love au sein de leurs conditions de vie, et finalement, rejettent la classe bourgeoise et rejette finalement la classe des petits bourgeois. Et ce rejet, en fait, c'est le fait d'être aussi conditionné par un certain nombre de manières de penser, de se nourrir, d'agir, etc. Et finalement, c'est de se lever au sein de ce conditionnement. Et ce conditionnement, ça va aussi produire évidemment une certaine subjectivité et un certain regard sur la société. Alors ici, je vous parle toujours un petit peu abstraitement, je suis désolé, mais bon, si je veux faire vite, si je veux faire des synthèses, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner finalement, en termes d'exemple, effectivement, des classes populaires qui, au final, se satisfont, et ils vont se satisfaire de leurs conditions. Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut établir une petite critique, là, pour le coup. C'est-à-dire que, je vais prendre comme ça une caricature, mais le prolo, en règle générale, la première chose qu'il fait, lorsqu'il a un peu de monnaie sonnante et trébuchante, lorsqu'il a un peu économisé, c'est de s'acheter, ce qui va finalement produire une représentation extérieure de richesse. Alors, produire une représentation extérieure de richesse, par le biais de quoi? Par le biais de grosses voitures. C'est-à-dire qu'effectivement, alors je ne vais pas citer les marques allemandes de grosses voitures, mais c'est une façon, d'exposer le fait qu'il y ait une évolution sociale des classes populaires par le biais, en règle générale, évidemment, d'une automobile qui serait, entre guillemets, de luxe. Et donc, quand on parle de luxe, évidemment, ça nous fait penser à la classe bourgeoise. Donc ça veut dire que la norme bourgeoise, finalement, influence les classes populaires.
Et les classes populaires, ils tendent aussi, bien que elles restent quand même, finalement, conditionnées par des habitus, en fait. Alors ici, c'est pareil pour la classe moyenne. C'est-à-dire qu'effectivement, la classe moyenne, là, pour le coup, elle se distingue du fait qu'elle a conscience de l'oppression de la bourgeoisie, et donc elle s'en distingue, par l'intellect, en fait. Alors c'est là aussi, mais la culture intellectuelle, en fait, historiquement, la culture intellectuelle, elle est aristocratique ou elle est bourgeoise. Donc ils s'en distinguent, mais en même temps, ils sont inspirés par la culture de la classe bourgeoise, qui, culture, est plus classique. Donc, pour se distinguer, pour créer une distinction, alors là, pour le coup, il faut que je cite comme ça le livre de Bourdieu dans lequel on trouve le concept d'habitus, donc c'est la distinction, le livre phare de Pierre Bourdieu. Donc cette classe moyenne se distingue de la bourgeoisie, par le fait, finalement, de cultiver, alors là aussi, c'est toujours un contexte, finalement, dans les années 60-70, de cultiver un attrait pour les pratiques minoritaires, les pratiques artistiques minoritaires, pour l'artisanat, ou, justement, pour une culture qui serait plus populaire, en fait, Donc, le jazz, le rock, etc., etc. Voire la poterie, voire le macramé. Donc, la classe moyenne, petite bourgeoise, qui aimerait bien, finalement, passer de l'autre côté, passer du côté de la classe bourgeoise, finalement, va se distinguer avec ces cultures minoritaires. Mais le truc, c'est que cette culture minoritaire, comme ce sont des intellectuels en règle générale, ils vont l'élever jusqu'à la culture savante, en fait. Et donc, ils vont l'élever jusqu'à la culture bourgeoise. Donc, le jazz, le rock, maintenant, ça participe de la culture bourgeoise. Ok, ça participe de la culture bourgeoise, mais ce n'est pas tout à fait complètement ancré au sein de la culture bourgeoise. Alors là, maintenant, on va parler de la culture bourgeoise, des goûts, on va dire, de la bourgeoisie. Et concernant la culture, ça serait plutôt une culture classique, pour le coup. Ce dont la classe moyenne a profité, si vous voulez, elle a profité de la culture classique, qu'elle a fait évoluer pour se distinguer de la culture bourgeoise au sens strict. Donc, culture classique chez nos bourgeois, et cette culture classique, finalement, ça va être la norme. La norme au sens où cette culture va s'immiscer au sein du corps de l'éducation nationale. C'est-à-dire que, effectivement, au bac, on va plutôt tendre à faire un devoir, par exemple, sur Mozart, que sur John Coltrane. Vous voyez ? La culture bourgeoise conditionne, finalement, les classes populaires, on repense aux grosses automobiles, et puis conditionne aussi, au final, la classe moyenne, la petite bourgeoisie, finalement, qui voudrait bien être, finalement, bénéficier, de quoi ? Des mêmes privilèges, en fait, que la classe bourgeoise, à la fois bénéficier de la richesse se référant aux biens matériels, mais aussi qui concerne aussi le bien corporel, et surtout la reconnaissance au sens du bien narcissique, bien matériel, bien narcissique, bien corporel. Là, pour la classe bourgeoise, normalement, hop, on a le combo gagnant, si vous voulez. Donc il y a quand même, Bourdieu pose cette question quand même sur les goûts de chacun, par le biais de l'habitus, et le fait que les comportements seraient aussi réglés par la culture et des formes de distinction au sein d'une société, mais quand même, c'est toujours quand même sur la base d'une normalité, d'une norme, voire d'une normation,
qui, est imposé, malgré tout, par la classe bourgeoise. Ou du moins, si on veut que ça évolue, il est nécessaire que les cultures minoritaires s'élèvent jusqu'aux grandes cultures traditionnelles et savantes, que ces cultures deviennent académiques, finalement. D'ailleurs, c'est un peu le cas du jazz maintenant. Le jazz est devenu carrément une culture académique, si vous voulez. Et donc, elle peut participer de la norme bourgeoise. Là encore, c'est l'idée d'évolution, comme avec Michel Foucault, comme avec les droits concernant les minorités. Ok. Donc, la norme. On va finir là avec Jacques Lacan. Donc, à chaque fois, ce que je vous raconte sont toujours des synthèses, mais ça permet de situer, un petit peu. Après, vous pouvez aller voir plus en détail ces concepts, subjectivation, habitus et signifiant maître. Le signifiant maître. Alors, pour Lacan, on est dans le domaine de la psychanalyse, donc l'observation va être différente. L'observation va être différente. Et pour comprendre ce que veut dire Lacan avec le signifiant maître, alors là aussi, c'est un ouvrage. C'est un ouvrage qui s'intitule L'envers de la psychanalyse, qui est un des séminaires de Jacques Lacan et qui va se référer justement à ce que j'appelle la position du maître. Moi, il va en parler. Et qui va se référer aussi aux 4 discours. 4 discours qui touchent d'assez près la société, pour le coup. Puisque, quand je vous dis ça, la psychanalyse, finalement, la société, tout ce qui est de l'ordre des représentations sociales, tout ce qui est de l'ordre des normes établies, et je vais le dire comme ça, la psychanalyse, à la base, elle s'en fout. Puisque ce qui intéresse la psychanalyse, c'est l'inconscient. Et l'inconscient se fout royalement des normes établies. C'est très clair. Toutefois, la société fait pression, alors sur la psychanalyse, mais aussi sur la psychologie, la psychiatrie surtout, notamment en ce qui concerne l'article 64 du Code pénal, vous irez voir, mais fait pression sur la psychanalyse, pour que cette discipline désigne les comportements anormaux, désigne finalement les comportements asociaux, alors pas spécifiquement amoraux, mais en tout cas désigne les comportements déviants pour finalement que ça puisse entrer dans un cadre et le cadre de la loi. Ok ? Et effectivement, la société, de manière générale, désigne la psychanalyse comme ce qui va finalement trancher entre ce qui est normal et ce qui est anormal. Alors qu'à la base, c'est pas le rôle de la psychanalyse, en fait. Enfin, du moins, c'est pas ce qui scientifiquement l'intéresse, en fait. C'est pas ça. Toutefois, elle est quand même amenée, la psychanalyse et la psychiatrie surtout, elle est quand même amenée à prendre finalement des décisions, mais qui sont plutôt d'ordre pénal, a priori. Lacan va interroger cette norme par le biais, finalement, de la normalité, par le biais de ce qu'on appelle le signifiant maître. Alors, ici, pour comprendre ce que c'est que le signifiant maître, il faut en revenir au maître. Et il faut en revenir, pour le dire, pour l'expliquer simplement, à Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Finalement, Lacan va quand même s'inspirer de la théorie de Hegel qui concerne la relation maître-esclave. Ici, toujours, pour moi, sur ma petite étagère, on a le maître, on a l'esclave et on a le médiateur. Alors pour Lacan, ça ne sera pas le médiateur, ça sera, ou du moins le médiateur sera le savoir. Puisque Lacan s'intéresse vraiment beaucoup au langage, langage qui, évidemment, a une relation très forte avec l'inconscient, ou du moins la manière dont on peut
situer, remarquer l'existence de l'inconscient, hein, donc par le biais de la langue et du langage. Ok, donc esclave, maître, médiateur. Hegel, George Wilhelm Friedrich Hegel, nous dit que le maître, eh bien, c'est une figure, hein. Alors c'est une figure philosophique, mais aussi très concrète, hein, que le maître, eh bien, ce qui l'intéresse, particulièrement, principalement, je dirais même uniquement, c'est la lutte de prestige. Hein, c'est la lutte de prestige, et je dirais toujours sur la zone du maître, la zone de la norme, la zone de la normalité. Hein, ce qui intéresse le maître, c'est la représentation de soi aussi, c'est l'orgueil, évidemment, mais c'est la lutte pour la reconnaissance. Hein. Le maître veut être reconnu, hein, d'ailleurs pour sa pure et simple existence, hein, en règle générale. Le maître veut être reconnu pour sa pure et simple existence, mais pour ça, eh bien, il faut qu'il acte. Hein, il faut qu'il acte un geste fondamental. Eh bien, c'est ce geste d'aller vers la mort. Hein. Donc c'est une action, hein, aller vers la mort. Alors aller vers la mort, évidemment, il y a un contexte, c'est-à-dire que le maître, sur le champ de bataille, normalement, c'est le premier qui y va. Hein, c'est lui qui fonce dans le tas et qui emmène tous ses soldats dans une bataille. Et l'idée, évidemment, c'est la conquête, c'est la force, etc. C'est la force guerrière. Hein. Donc c'est l'idée du maître, hein, chez Hegel, comme ça. Et le maître, d'abord, c'est la lutte de prestige. Ok, toutefois, il y a les esclaves. Ce maître qui, eh bien, prend le risque, hein, d'aller vers la mort. Hein. Ce maître, effectivement, eh bien, est de toute puissance. Hein, et on pourrait dire aussi de toute jouissance. Hein, il a la toute-puissance. Les esclaves, eux, c'est pas sûr qu'ils désirent aller vers la mort. Hein. On les pousse plutôt à y aller, hein, en tant que soldats ou autres. Toutefois, ces esclaves, finalement, eh bien, ont un savoir. Hein, c'est ce que nous dit Lacan. Hein, Lacan et Hegel. C'est-à-dire que les esclaves sont au service du maître, mais sont au service, eh bien, de quel point de vue ? C'est bien les esclaves, ou du moins le forgeron qui va forger l'épée du maître, qui va fabriquer l'armure du maître. C'est bien l'agriculteur qui va fournir le blé pour les soldats. Hein, il faut bien aussi un écuyer, Bref, il faut toute une, je dirais, logistique autour du maître. Hein. Il faut bien des architectes pour construire ses palais, etc., etc. Donc le maître, en fait, finalement, eh bien, il a ce pouvoir absolu. Hein. Alors, pour le coup, d'aller vers la mort, mais aussi de donner la mort. Hein, c'est très clair, hein, les maîtres de guerre, on va dire. Hein. Et donc de donner aussi la mort à l'esclave. Donc l'esclave, il est soumis, il suit, mais c'est l'esclave qui a le savoir, en fait. Le savoir-faire, hein, tout simplement. Puisque sans le savoir-faire de l'esclave, le maître n'est rien, en fait. Hein, c'est ça aussi. Et le maître, eh bien, alors là, c'est la description quelque part d'Hegel, et le maître, finalement, petit à petit, eh bien, va se laisser, déborder par le savoir de l'esclave. Et c'est l'esclave qui, petit à petit, par son savoir, et notamment petit à petit par la science, hein, faire en sorte que ça soit non pas ni le maître, ni l'esclave qui gouverne, mais que ce soit la science elle-même qui gouverne, que ce soit le savoir, en fait, qui gouverne. Le savoir, finalement, eh bien, toujours, il faut l'envisager historiquement, hein, c'est-à-dire accumuler, assimiler, hein, il y a des découvertes, il y a des créations, des inventions, etc. Et petit à petit, ce savoir, finalement, eh bien, va mieux structurer, hein, l'État, par exemple. Hein. Il ne va plus y avoir de roi, il va y avoir une révolution, il va y avoir des États, hein, qui vont être mieux structurés par un savoir ne serait-ce qu'administratif. Hein. Ou alors, qu'on appelle aujourd'hui technocratique, mais il y a toute forme de savoir et de savoir-faire, hein,
qui permettent finalement l'existence d'une société sédentaire et donc d'infer-société. Et c'est ce savoir qui va devenir pour Lacan, finalement, un signifiant maître, en fait. Le maître, nous dit Lacan, ne veut rien savoir. Ou plus exactement, la phrase de Lacan, c'est « le maître ne veut pas le savoir ». Donc là, on peut l'entendre au sens d'un refus, mais aussi au sens qu'il ne veut rien apprendre de la science, qu'il ne veut rien, qu'il ne veut pas acquérir finalement une pratique, un savoir-faire, etc. Le maître, lui, veut la reconnaissance, il va vers la mort, en fait. Et d'ailleurs, on pourrait dire ça comme ça, que le maître, pour entrer dans l'histoire, a nécessairement besoin d'avoir son cortège de cadavres, en fait. Plus un maître, finalement, pour le dire comme ça, si quand même, plus il est assassin, plus il y a de meurtres, finalement. Napoléon, 3 millions de morts, après Staline, Hitler, etc. Plus ces personnes, finalement, entrent dans l'histoire. Alors, je le dis comme ça. Alors, il y a ceux qui entrent dans l'histoire, en étant des assassins, je le dis comme ça, ou ceux qui entrent dans l'histoire, en étant des créateurs, des artistes, des découvreurs, des inventeurs. Donc, la science. Vous voyez, le savoir, en fait, finalement. Et donc, il y a une lutte comme ça, sans doute, entre, effectivement, le maître qui ne veut pas le savoir, et puis, d'un autre côté, le savoir qui serait un signifiant maître. Alors ici, est-ce qu'il n'y aurait pas une ruse de Jacques Lacan, quelque part, pour nous dire que finalement, maintenant, il nous dit ça, maintenant, c'est le signifiant maître qui est aux commandes, en fait. Et donc, c'est la science et le savoir qui est aux commandes. Et c'est la science et le savoir qui, finalement, conduit le maître qui ne veut pas le savoir, en fait. Alors ici, il y a débat, et je ne vais pas pouvoir effectivement répondre à cette question, mais il y a aujourd'hui quand même, apparemment, ce qu'on appelle des dictateurs, des potentats, et de sérieux maîtres, au sens fort du terme, le maître de Pékin, le maître du Kremlin, etc., qui, alors pour le coup, ne veulent pas le savoir, et qui agissent au même titre que Hegel. Alors, plus ou moins, c'est-à-dire qu'eux, ils ne sont plus sur le champ de bataille, ils font plutôt des opérations bancaires au sein de bunkers, si vous voulez, mais effectivement, alors peut-être justement, c'est cette différence aussi qu'on pourrait noter, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette idée d'aller vers la mort, comme ça, du maître qui ne veut pas le savoir, qui veut conquérir, et qui, obtient cette toute-puissance, et cette toute-jouissance, finalement. Là, il y a sans doute une différence, mais quand même, il y a débat. C'est-à-dire que, effectivement, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question, il y a quand même des maîtres, encore actuellement, ou qui se disent maîtres, qui sont peut-être des petits maîtres, mais en tout cas, il y a quand même domination, oppression, possession, exploitation, soumission, par une personne tyran, quoi. C'est un tyran sur tout un peuple, quand même. C'est quand même un truc de dingue. Donc, le signifiant maître de Lacan, effectivement, il faut l'envisager, là pour le coup, dans un contexte, qui serait le contexte des 4 discours, et qui se référait à l'envers de la psychanalyse, et qui se référait évidemment à une analyse des discours qui traversent la société. Donc voilà, c'est un contexte, le signifiant maître. Mais ce signifiant maître, c'est quand même lui, qui finalement est un impératif, qui est aussi une injonction, qui est un ordre, qui est un commandement. Vous voyez, c'est ça le signifiant maître. Et effectivement,
les maîtres ne cessent de se servir, eh bien, du signifiant maître pour imposer, finalement, eh bien, leur désir, et voire leur fantasme. Leur fantasme de quoi? Eh bien, leur fantasme de normalité. Je vais finir là-dessus. C'est-à-dire que, effectivement, le maître est, un peu une espèce de fada de la norme. C'est-à-dire que il y a une norme, et cette norme, finalement, elle est revendiquée. C'est-à-dire que le maître revendique la normalité, le maître revendique la morale, mais plus il la revendique, plus il impose la terreur, en fait. Et c'est vrai que, justement, dans les pays où il y aurait ces fameux maîtres, potentats, dictateurs, le droit pour les femmes est bafoué, le droit pour les homosexuels, on n'en parle même pas, les handicapés sont même pas représentés, Il n'y a pas finalement une démarche publique, sociale, pour le handicap, ni non plus pour la maladie mentale. C'est-à-dire que finalement la maladie mentale, on va la criminaliser, tout simplement, dans ce type de pays, si vous voulez. Donc la norme, c'est bien celle du maître, et c'est une norme, finalement, qu'il impose, et plus il l'impose, plus c'est un régime, finalement, de terreur. C'est un régime qui n'est pas vraiment inclusif, pour le coup. Et cette norme, évidemment, elle a une origine, un fondement, une tradition. Cette norme, c'est quoi? Elle vient d'où? Eh bien, elle vient je vais le dire comme ça, du patriarcat. Alors aujourd'hui, effectivement, on pourrait dire patricapitalisme. La norme, c'est ça, en fait. Et je vais finir là-dessus. Oui, c'est finalement la normalité. C'est toujours dans le monde actuel dans lequel on vit, se base finalement sur le patriarcat. Voilà, patriarcat, c'est-à-dire pater, arches, le commandement du père, en fait. Donc on est toujours sur cette formule, finalement, avec pas beaucoup d'évolution. Voilà, je vous remercie, à la prochaine fois.